Vous savez, les gens ont toujours tendance à critiquer, comment appelle-t-on ça, l'industrie de la restauration rapide. Si je devais recommencer, je travaillerais pour McDonald's. La plupart des gens avec des doctorats me disent que je ne sais pas écrire. Oui, j'ai dit que je ne sais pas écrire, mais je sais vendre. Vous n'aimez pas vivre en dessous de vos moyens, n'est-ce pas? Non. Non. Et je pense que lorsque vous dites à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens, vous écrasez leur esprit. Regardez, j'ai un avantage injuste. Vous savez, je suis allé à la guerre. Et en guerre, je suis en vie parce que d'autres gars sont morts pour moi. Il est l'auteur de l'un des livres sur les affaires les plus vendus de tous les temps, Père riche, Père pauvre. Il a contesté et changé la façon dont des millions de personnes dans le monde pensent à l'immobilier et à l'argent. Il est également un investisseur qui a mis son argent dans plusieurs entreprises. Il s'agit de Robert Kiyosaki, et voici mon avis sur ces 6 règles pour le succès. La règle numéro 1 est ma préférée, et j'aimerais savoir celle que vous préférez. De plus, en regardant les extraits, si vous entendez quelque chose qui résonne vraiment en vous, veuillez le laisser dans les commentaires ci-dessous et mettez des guillemets autour pour que d'autres puissent en être inspirés. De plus, lorsque vous écrivez quelque chose, il est beaucoup plus probable que cela reste avec vous. Profitez-en. Vous vous réveillez demain matin et vous êtes dans la rue et vous n'avez rien. Vous n'avez pas un seul contact dans votre réseau. Tout ce que vous avez, c'est la connaissance et l'expérience que vous avez acquises tout au long de votre carrière. Comment rebondir à partir de là? Eh bien, j'ai été là de nombreuses fois. Donc ce n'est pas un gros problème. Vous comprenez simplement ce qui est nécessaire et souhaité, et vous le faites. Vous savez, les gens critiquent toujours, comment appelle-t-on ça, l'industrie de la restauration rapide. Si je devais recommencer, j'irais travailler pour McDonald's. Et la raison pour laquelle j'irais travailler pour McDonald's, vous savez, que ce soit à 7 $ de l'heure ou 15, cela ne me dérange pas vraiment. Je n'aime pas vraiment la nourriture de McDonald's, mais ils ont les meilleurs systèmes d'entreprise au monde. Vous savez, comment une entreprise peut-elle prendre des personnes pratiquement non diplômées et construire une industrie de restauration rapide à travers le monde? Et ils ont le meilleur système, donc juste à l'intérieur du petit McDonald's, vous pouvez apprendre tout ce dont vous avez besoin sur les affaires, à l'exception de la gestion. Donc, je vais juste travailler chez McDonald's pour pouvoir apprendre encore plus. Je regarde la vie comme un apprentissage. Je suis constamment en train d'apprendre, vous savez. Je lis constamment, j'étudie constamment. Je passe la plupart de mon temps avec des entrepreneurs. Je ne passe pas de temps avec des gens qui se plaignent de l'économie, vous savez. Donc, rien ne changera vraiment. Je reviens simplement à être un entrepreneur. Les entrepreneurs ont une chose en commun. Ils avancent. Ils changent les règles. Ils réinventent les règles. Vous savez, ils ne se contentent pas d'une seule réponse. Donc, un véritable entrepreneur, peu importe dans quel pays vous êtes. C'est ma conviction. J'adore ça. Vous savez ce que je veux dire? C'est juste une mentalité. Vous savez, si vous me cherchez des noises, je trouverai un moyen de contourner ça. Vous savez, j'ai un ami. Il est riche, très très riche, dans l'immobilier multirésidentiel en France et vous savez, la France est aussi communiste que possible, 75% pour les gagnants d'1 million de dollars. Ouais, c'est pour ça qu'il vit ici. Ouais, donc il a commencé à acheter des vignobles à Napa et Sonoma. Alors il est retourné au gouvernement français et a dit, c'est mon vin. Il a dit, je veux envoyer mon vin en vrac en Californie. Et le gouvernement a dit, tu ne peux pas faire ça. Et alors? Le gouvernement français a dit que vous ne pouvez pas envoyer. Ouais, et voilà un gars, je pense qu'il est de 5 générations, vous savez, un gars du vin français. Ce type, c'est un entrepreneur, un véritable entrepreneur. Il dit, d'accord, je ne peux pas l'envoyer en fût. Le gars dit, ouais. Il dit, d'accord, je vais l'envoyer en bouteille. Il a mis tout son truc en bouteille. Ça lui a coûté plus cher, mais il a quand même trouvé comment le faire. Vous comprenez?
Et maintenant il a son vin avec son vin de Californie et tout ça. Et donc il est retourné au gouvernement français et leur a dit, essayez ça. Voyez si ce n'est pas mieux. Et maintenant, ils sont tous confus parce qu'il n'a pas enfreint les règles. Je le répéterai. L'entrepreneuriat est d'abord une mentalité, puis un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous êtes employé ou dans une petite entreprise, les règles sont différentes. Les mentalités sont différentes. Les compétences sont différentes. Je suis très timide. Très timide. Vous savez, je suis revenu du Vietnam et je pouvais tuer des gens, mais je ne pouvais pas leur parler. Et un jour, j'ai dit à quand j'ai décidé de suivre les traces de mon père riche, j'ai juste dit à mon père, je veux être entrepreneur. Il m'a dit, tu as un problème. J'ai dit, c'est quoi? Il a dit, tu es timide. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à être timide? Il a dit, tu dois vendre. Tu dois faire face au rejet. La première compétence. Peux-tu supporter le rejet? Réponse, non, je ne pouvais pas le supporter. Alors j'avais 25 ans en 1973. Et mon père riche a dit, comment se passe ta vie amoureuse? J'ai dit, c'est nul. Il a dit, tu couches avec des filles. J'ai dit, non. Il a dit, parce que tu ne sais pas vendre. Les gars ont compris? Donc, quand je parle de quelles compétences vous avez besoin. Quand ça va mal, vous feriez mieux de commencer à vendre. Alors je suis allé travailler pour Xerox en 1974 pour apprendre à vendre. Cela m'a pris 4 ans, et j'ai été numéro 1. Et aujourd'hui, je suis l'auteur le plus vendu. Vous savez, la plupart des gens avec des doctorats me disent que je ne sais pas écrire. Oui, j'ai dit que je ne sais pas écrire, mais je sais vendre. Si vous ne savez pas vendre, vous ne gagnez pas d'argent. Point final. Vous savez, juste parce que vous avez un produit ne signifie rien du tout. Mais l'important est de commencer. Je me fiche de quel produit vous commencez, mais commencez. Vous savez, j'ai commencé avec des portefeuilles en nylon. Le succès m'a ruiné. Vous savez, nous ne pouvions pas vendre, tout d'un coup, ça a décollé, puis je ne pouvais pas financer parce que les ventes ne cessaient de grimper. Maintenant, le problème est que j'ai continué à emprunter et je ne pouvais pas soutenir les ventes. Prochaine leçon. Mais c'est ainsi que nous apprenons. D'accord. Je suis l'un de ces enfants qui n'aiment pas l'école. Vous savez, l'école est bien pour les gens qui aiment l'école. Mais voici mon père pauvre, chef de l'éducation, titulaire d'un doctorat, membre du conseil du gouverneur d'Hawaï et tout ça, et ce gamin, moi, je m'écroule à l'école, parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. J'ai dit que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas écrire, je m'ennuyais à mourir, vous savez, j'étais juste, et... Alors, ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon père riche, qui était le père de mon meilleur ami, et il utilisait ces choses appelées des jeux. Voyez-vous, les jeux sont les meilleurs outils d'enseignement. Vous savez, lorsque je joue à ce jeu, voilà comment les riches enseignaient à leurs enfants des stratégies de bataille appelées échecs. Mon père riche m'a appris à être un homme riche en jouant à Monopoly. Nous avons joué à Monopoly heure après heure après heure. Vous savez, la formule pour devenir extrêmement riche au Monopoly, c'est 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Aujourd'hui, en Arizona, je possède 8000 maisons vertes et plusieurs hôtels rouges. Je joue juste au Monopoly pour de vrai. C'est le pouvoir d'un jeu, parce qu'un jeu m'engage mentalement, physiquement, parce que je dois réellement déplacer des choses, émotionnellement, parce que quand quelqu'un me bat, je ferais mieux de me réveiller. Vous savez, j'ai commis une erreur. Et spirituellement, parce que c'est l'esprit qui gagne. Vous savez, si vous avez vu l'équipe de Golden State jouer, ce n'était pas si mal. Oh. Vous savez, tout le monde est, je veux dire, j'adore LeBron James. J'adore Cleveland, vous savez. Mais un seul gars ne peut pas affronter une équipe. Et je pense que LeBron a marqué 60% de tous les points, y compris les passes, mais une meilleure équipe l'a battu. Donc,
Quand on regarde les affaires sont la même chose. Les affaires sont un sport d'équipe. Je dois avoir de bons comptables, de bons avocats, de bons gars en marketing, de bons techniciens, un excellent personnel. Je dois avoir de bons dirigeants, vous savez. Le problème avec la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils sont à leur propre compte. Alors ils quittent leur emploi, et vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, la SBA, l'administration des petites entreprises, dit qu'il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises. 28 millions. 24 millions sont classés comme non-employeurs. Ce sont des solos. Vous savez, ce serait comme si ce gars disait « Ok, je vais te prendre ». Êtes-vous fou? Mais c'est ce que la plupart des entrepreneurs essaient de faire. Parce que c'est ce qu'on leur a appris à l'école, à être l'individu autonome. Vous savez, à l'école, j'étais très performant tant que je pouvais coopérer lors des examens. Mais à l'école, la coopération lors des examens s'appelle de la triche. Dans le monde réel, ce sont les équipes les plus importantes qui gagnent. Donc, je me concentre entièrement sur la constitution de la meilleure équipe. Pendant ce temps, la plupart du temps, les étudiants brillants à l'école, ce sont les médecins et les avocats. Ils sont assis tout seuls. Ce sont des cibles faciles. Mais ce sont des entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une mentalité, des tactiques, des stratégies. Je suis allé dans une école militaire. Je suis un ancien marine. Alors je pense comme une opération militaire, j'adore les échecs. Donc la plupart des entrepreneurs, vous savez, ils ont ce boulot et ils disent « Ok, je vais être entrepreneur ». Et ce gars devrait les massacrer. C'est très bien. Parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont appris à obtenir un emploi, et ils passent des examens tout seuls. Ils doivent être les plus intelligents. C'est comme LeBron James. Je ne veux pas être le type le plus intelligent de mon équipe. Mais je veux avoir la meilleure équipe. Et c'est pour cela que je gagne la plupart de mes parties. C'est super. Je pense comme ça, et les médecins pensent comme ça. Oui, je t'ai, mec. Pour une raison quelconque, j'ai le sentiment que je vais gagner. C'est ça. Donc, autre chose, quand les gens disent « Vis en dessous de tes moyens », tu n'aimes pas vivre en dessous de tes moyens, n'est-ce pas? Non. Non. Et je pense que quand vous dites à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens, vous détruisez son esprit. C'est comme dire à quelqu'un que s'il veut perdre du poids, il doit suivre un régime de famine. Ça ne vous rend pas plus en santé de vous affamer. Alors, je préférerais être financièrement éduqué. C'est pour ça que je lis vos livres, parce que je veux, c'est mon plus grand atout. Je veux nourrir mon cerveau pour pouvoir élargir mes moyens sans m'endetter excessivement ou sans commencer à perdre. Parce que la dette, on pourrait dire, est une arme à double tranchant. Mais dire à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens est presque inhumain. Je ne me suis jamais senti bien en le faisant. Je voulais m'efforcer de m'améliorer chaque jour. Je veux m'améliorer chaque jour. J'aimais une bonne vie. Comme, je raconte l'histoire, en taxi sous votre jet. Vous savez, j'étais dans mon jet, mais c'était un petit jet et je lève les yeux, il y a un 727 et je passe dessous. J'ai dit, la vache, vous savez, ce sont les grands garçons et leurs jouets, mais cela m'a néanmoins inspiré. J'ai dit, d'accord, je suis dans un Learjet maintenant. C'est le moment de passer à l'étape supérieure et cela ne signifie pas que le jet me rendra plus heureux. Ce qui me rend plus heureux, c'est le désir de m'améliorer, de devenir plus intelligent, de faire mieux. Si vous n'aviez pas eu le père riche dans votre vie, que feriez-vous aujourd'hui? C'est difficile à dire si je n'avais pas eu mon père riche, car, en tant que jeune enfant, à partir de l'âge de 5, 6, 7, 8, 9 ans, je voulais vraiment être riche. Donc je pense que le numéro 1, c'est le désir. Vous savez, et puis vous recherchez naturellement vos modèles et vos enseignants. Et au cours de ma vie, j'ai eu plusieurs pères riches. Vous savez, mon père riche était le père de mon meilleur ami à partir de l'âge de 9 ans. Et aujourd'hui, je cherche toujours des mentors,
des hommes sages et des femmes sages. Parce que c'est ainsi que vous devenez plus sage, en fréquentant des gens intelligents. Tout le monde dit que trouver de bons biens immobiliers est difficile lorsque l'on débute. Quelle est la valeur d'un bon réseau et de bons partenariats? Eh bien, je le répéterai. En 1973, je suis revenu du Vietnam. Et j'étais pilote là-bas. Et j'ai suivi un cours d'immobilier. C'était $385. 3 jours de formation. Et c'était beaucoup d'argent à l'époque. Je ne gagnais que 5 cents par mois. Alors, $385, c'était tout ce que j'avais. Et l'instructeur à la fin du programme a dit à toute la classe d'environ 30 personnes, il a dit, votre éducation commence maintenant que vous quittez la classe. Vous ne vous éduquez pas en classe. Alors son devoir était que tout le monde, ou 30 d'entre nous, devait s'associer en équipe. Nous devions constituer des équipes de 2, 3 à l'équipe, et nous devions examiner 100 propriétés en 90 jours. Et il a dit, n'achetez rien. Regardez simplement 100 propriétés. Faites votre évaluation de chaque propriété. Un court résumé sur pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Et il a dit, à la fin de 90 jours et de 100 propriétés, alors vous décidez si vous allez acheter quelque chose. Il a dit que si vous n'avez pas trouvé, une propriété sur 100, vous recommencez. Vous recommencez avec un autre lot de scènes. Et c'est pour cela que la plupart des gens ne sont pas riches, c'est qu'ils ne sont pas prêts à passer par ce processus d'examiner 100 offres pour en trouver une. Et parfois, et vous et moi le savons, vous regardez beaucoup de crapauds pour trouver une princesse. Vous savez, mais lorsque vous trouvez cette princesse, tout le monde dit, oh. Eh bien, comment avez-vous eu autant de chance? Eh bien, j'ai regardé beaucoup de sales bêtes là-bas, vous savez? Et c'est comme tout dans la vie. Vous ne vous mariez pas avec le premier homme ou la première femme que vous rencontrez. Espérons que vous en embrassiez quelques-uns, vous savez, avant. Mon dernier chèque de paie, je m'en souviens encore clairement. C'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie, et j'étais à Porto Rico. Je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier, ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque de bonus. Je pense que c'était d'environ $30 000 imposables. C'est le seul problème avec ça. Alors j'ai reçu ce chèque et je me suis dit, vous savez ce que je veux dire? J'étais excité. Mais j'étais aussi perturbé. Et alors ce type vient me voir, il s'appelait John. Et John me dit, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et lui ai dit quelques mots vulgaires. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, a échoué et est revenu. J'ai dit, regarde, tu as échoué et tu es revenu, mais je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et voilà l'attitude. Si vous dites, eh bien, si j'échoue, je retournerai chez papa et maman, alors c'est ce que vous ferez. Donc si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur car je n'avais pas d'argent. Je n'ai pas eu d'argent pendant des années. Ouais. Je n'avais pas de chèque de paie. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire, c'est quand vous n'avez pas ce chèque de paie, vous devenez plus affamé, plus intelligent, et c'est un test de votre caractère. Allez-vous devenir un escroc? Allez-vous devenir malhonnête? Allez-vous tricher et voler? Ou allez-vous devenir un être humain meilleur? Donc c'est vraiment l'avantage de devenir un entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes. Lorsque vous n'avez rien, si vous êtes un entrepreneur et que vous allez devenir un grand entrepreneur, les compétences en leadership et en communication sont plus importantes qu'un diplôme en droit. Donc maintenant, j'ai un autre livre qui vient de sortir. Les 8 leçons de leadership militaire. Je suis allé à l'académie militaire et tout ça. Dès le premier jour, vous apprenez le leadership. Dès le premier jour à l'académie, je dois me tenir devant 20 enfants de 18 ans et dire, section 10. Repos. Et naturellement, ils vont dire, va te faire foutre vous savez. C'est là que vous apprenez à être un leader. Maintenant, comme vous me l'avez dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois,
le problème avec l'armée, c'est que c'était un peu rude. Alors j'ai eu du mal quand je suis revenu du Vietnam et que j'ai travaillé pour Xerox et, vous savez, les gens n'aiment pas l'idée qu'on les appelle connards ou enculés, vous savez, ce genre de choses. Ouais, le mot est un juron dans l'armée. Ouais, et, enculé, vous savez, regardez ça. Vous savez, mais ils n'aiment pas ça. Je vais appeler le service des ressources humaines. Je ferais mieux de faire quelques changements ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, vous ne pouvez pas parler franchement en Amérique du monde de l'entreprise. Vous ne pouvez pas, vous devez, ils adorent ça. Vous savez, quand on m'a traité de nom, je me suis dit, oh, le type même. C'est pourquoi je suis la trace de gars pour les vétérans militaires. Vous savez, vous avez probablement la compétence numéro 1 pour être entrepreneur, c'est le leadership. La capacité d'écouter, de ne pas le prendre personnellement, et quand même de faire le boulot. C'est la meilleure formation au monde. Tu sais, la chose la plus triste en quittant l'armée, c'était de laisser les gars derrière. Il y avait certains des meilleurs au monde, et ils n'étaient pas tous des diplômés universitaires, c'était juste mes artilleurs, mes mécaniciens, tu sais, tout ça. Ta camaraderie n'a pas de prix. Oh, Jésus, inestimable. Ta camaraderie n'a pas de prix. Et donc, tout ce que j'ai fait lorsque j'ai lancé la société Rich Dad, c'était d'avoir ce même sens d'esprit d'équipe à l'intérieur de Rich Dad. C'est pourquoi il n'y a pas de grade et tout ça dans cette entreprise. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut dire. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je les laisse faire et nous faisons le travail. Alors, la touche Midas, c'est 5 choses que vous devez retenir. Le numéro 1, c'est le pouce, qui est la force de caractère. Vous échouez, vous vous relevez, ne mentez pas, ne trichez pas, levez-vous simplement, assumez, continuez. La force. Ceci est la concentration. Vous savez, l'index. C'est là où je vais. Et je parle de comment j'ai suivi une formation de pilote, vous savez, me préparant à voler au Vietnam. Vous savez, les gens vous tirent dessus, vous devez quand même rester concentré sur votre objectif, même si vous en mourrez dans le processus. Celui-ci, tout le monde le sait. C'est ce pourquoi vous vous tenez. Vous savez? Donc Donald se tient pour la richesse absolue. Et ce pourquoi je me tiens est très simple, l'éducation financière. Gardez les choses simples, vous savez? Apprenez aux gens à gérer leur argent. Donc je me tiens pour ça, et je ne m'écarte jamais de cette voie. L'annulaire est pour les relations. Si quelqu'un a des difficultés financières, que ce soit une entreprise, un pays ou un mariage, c'est parce que vous avez une mauvaise relation. Et ce que Donald et moi disons toujours, c'est que vous ne pouvez pas faire une bonne affaire avec un mauvais partenaire. Et Dieu sait que j'en ai eu. De mauvais partenaires. Et ils sont tout simplement incompétents, mais ils veulent faire semblant d'être intelligents. Et le petit doigt, c'est le petit doigt. Chaque entrepreneur doit faire quelque chose que personne d'autre ne fait. Par exemple, aux États-Unis, Walmart, tout leur système commercial est conçu pour vous offrir le prix le plus bas possible. Tout. Alors qu'un petit magasin familial dira, eh bien, nous mettons des articles en vente. Ce n'est pas la même chose. FedEx dit livraison le lendemain. C'était toute leur idée. Ils ont bâti toute la compagnie autour de cette petite promesse. Domino's Pizza en Amérique c'était les pizzas en moins de 30 minutes, donc l'ensemble de l'entreprise était construit autour d'une simple petite promesse, et ce sont ces choses qui rendent les entrepreneurs extrêmement riches ou extrêmement pauvres s'ils n'ont pas ces 5 choses. Y a-t-il un moment où il faut abandonner un projet, cependant? Je veux dire, je ne. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Ouais. Regardez, j'ai un avantage injuste, vous savez? Je suis allé à la guerre. Et à la guerre, je suis en vie parce que d'autres gars sont morts pour moi. Quand vous voyez des choses comme ça, vous savez, comment pourrais-je abandonner? La plupart des gars sont juste des mauviettes, des lâches. Ils ne l'ont pas en eux. Alors ils devraient trouver un travail. Merci beaucoup de regarder.
J'espère que vous avez apprécié et si vous n'avez pas regardé le volume 1, je pense que vous l'apprécierez aussi. J'aimerais savoir ce que vous avez appris de Robert aujourd'hui dans cette vidéo. Quel impact immédiat cela aura-t-il sur vous, votre vie ou votre entreprise? Quel changement immédiat allez-vous apporter après avoir regardé cette vidéo? J'adorerais avoir de vos nouvelles. Veuillez le laisser dans les commentaires ci-dessous. Je crois en vous. J'espère que vous continuez à croire en vous-même et en quoi que ce soit votre mot unique. Un schéma très important que mon père riche m'a montré quand j'étais petit garçon était un schéma connu sous le nom de cadran de flux de trésorerie. Et le cadran est constitué des 4 types de personnes qui composent le monde des affaires. Donc mon père riche disait, dans le monde des affaires, il y a les œufs. Et les œufs désignent les employés. Un employé, dit-il, on peut toujours les reconnaître à travers leurs valeurs fondamentales. Et ce que l'employé, que ce soit le président ou l'homme de ménage de l'entreprise, dira toujours les mêmes mots. Ces mots sont « Je recherche un emploi sûr et sécurisé avec des avantages ». C'est ce qui fait d'eux des employés car leurs valeurs fondamentales sont la sécurité. L'autre, un autre des 4, est le S, ou le petit propriétaire d'entreprise ou l'indépendant. Et là encore, leurs valeurs fondamentales les amèneront à utiliser les mêmes mots, qui sont « Si vous voulez que ce soit bien fait, faites-le vous-même ». Elle signifie qu'ils travaillent aussi en solo. Ils sont généralement des acteurs individuels où ils opèrent seuls. Du côté droit du cadran, il y a les B. Et ce que mon père riche a dit que B signifiait, c'était les grandes entreprises, ou comme Bill Gates. Forbes définit les grandes entreprises comme étant celles avec 500 employés ou plus. Et leurs mots sont différents. Ils disent « Je recherche un bon système, un bon réseau, et les personnes les plus intelligentes que je connais pour aider à gérer mon entreprise. » Alors ils, contrairement aux S, ne veulent pas diriger l'entreprise par eux-mêmes, ils veulent que des personnes intelligentes dirigent leurs entreprises pour eux. Et puis le 4e du cadran est l'I. Étage y signifie investisseur. Ce sont des personnes qui font travailler l'argent pour eux. Ce sont des personnes qui font travailler des personnes pour eux. Et ce sont des personnes qui font travailler les plus riches pour eux. Et la chose à noter ici est que la plupart des personnes qui vont à l'école sont programmées pour les côtés E et S. Par exemple, c'était mon père pauvre qui m'a toujours dit « Fils, va à l'école pour obtenir un emploi agréable, sûr et sécurisé. » Et donc, mon père pauvre voulait que je sois un employé. Et depuis que j'étais enfant, obtenir un emploi sûr, un salaire régulier et des avantages, d'accord? Je ne voulais pas être un employé. Et j'ai dit, maman, papa, je veux être riche. Et je me battais avec mon père. Alors ma mère a finalement dit, fils, si tu veux être riche. Ma mère était infirmière diplômée. Et elle a dit, tu veux être riche? Les personnes les plus riches que je connais sont des médecins. Donc ma mère voulait que je vienne ici, que je sois un spécialiste ou un petit entrepreneur. J'ai dit, il y a juste un problème avec ça, maman. Les médecins sont vraiment intelligents. Et elle dit, tu as un bon point. Tu ne vas pas être médecin. Alors, vous savez, donc je suis allé à l'école. J'ai un diplôme de baccalauréat en sciences. Je peux piloter des navires et voler des avions. J'ai piloté pour le corps des marines. Mais je n'ai jamais utilisé aucune de cette éducation parce que je voulais devenir propriétaire d'entreprise. C'était donc mon père riche qui m'a essentiellement dit, tu sais, de devenir un propriétaire d'entreprise et d'apprendre à être un investisseur professionnel. Donc, l'une des grandes différences ici entre ces gens, c'est ce qu'on appelle les impôts. Vous voyez, en 1943, le gouvernement fédéral des États-Unis a adopté une loi qui disait que les employés devaient payer des impôts avant d'être payés. Donc lorsque vous recevez votre chèque de paie de votre employeur, vous l'ouvrez, et voilà, le gouvernement en a déjà pris une bonne partie. Et plus vous travaillez, et plus vous gagnez d'argent, plus ils vous en prennent. C'est pourquoi ce n'est pas si bon d'être un employé, car vous ne pouvez jamais avancer, car plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez de taxes. Maintenant, les médecins et les avocats, les comptables, nous rigolons, en disant, oh, ces gars, vous savez, ils paient beaucoup d'impôts. Alors naturellement,
le gouvernement fédéral a changé à nouveau les lois, donc en 1986 aux États-Unis, il y a eu quelque chose appelé l'acte de réforme fiscale de 86, et cela a essentiellement retiré beaucoup d'avantages aux personnes qui sont des travailleurs indépendants, petites entreprises, médecins et avocats. Ainsi, aujourd'hui en Amérique, malheureusement, c'est Gap est le pourcentage le plus élevé en impôts. C'est tragique. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont des investisseurs, mais en réalité, ils ne font que donner leur argent à des entreprises comme des fonds communs de placement et tout ça. Donc ils investissent, mais ils ne sont pas vraiment des investisseurs. Voyez, les grandes exonérations fiscales sont de ce côté, vous savez, les lois sont assez strictes ici, mais cette zone est très, très grise. Donc en étant propriétaire d'entreprise du côté droit du cadran, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent et payer un pourcentage d'impôt plus faible légalement. Et le mot-clé est légalement, dans le cadran de l'investisseur. Il est possible de gagner des millions de dollars et de payer 0% d'impôt légalement, et c'était mon père riche qui m'a dit, « Tu sais Robert, si tu veux vraiment être riche, apprends à bâtir des entreprises. » C'était plus logique pour lui de travailler dur pour bâtir une entreprise, quelque chose que vous possédiez et que vous pouviez transmettre de génération en génération à vos enfants. Alors que mon père pauvre disait, « Travaille dur », mais mon père riche disait, « Pourquoi travaillerais-tu dur pour quelque chose que tu ne posséderas jamais et dont tu peux être viré immédiatement ?» Encore une fois, c'était une différence de valeur. Donc, mon père riche a suggéré que j'apprenne à être un propriétaire d'entreprise et c'est l'une des grandes différences de ce côté du cadran. Ces personnes ici travaillent pour la sécurité. Ils travaillent pour l'argent. Aussi de ce côté-ci, leur valeur clé qu'ils veulent, c'est la liberté. Ils ne veulent plus travailler à un emploi. Ils ne veulent plus travailler pour le reste de leur vie. Donc l'une des beautés de l'entreprise pour le 21e siècle, c'est qu'elle permet aux gens de passer du côté E et S vers le côté B, en particulier. Et donc vous pouvez devenir un propriétaire de grande entreprise. Et la différence entre un S et un B, une petite entreprise et une grande entreprise, c'est que la plupart de ces gars ne peuvent pas arrêter de travailler. La plupart des propriétaires de petites entreprises, s'ils arrêtent de travailler pendant plus d'un mois, l'entreprise s'effondre, vous savez. Ils n'ont pas vraiment d'entreprise. La plupart de ces personnes ont un emploi. Donc, la beauté des affaires pour le 21e siècle, c'est qu'elles permettent à ces personnes de faire la transition vers le côté B, de sorte que vous n'avez pas à continuer à travailler dur pour de l'argent, et que l'argent peut en fait entrer passivement.